Les lumières de Paris, vues de mon bureau. Mon bureau, maintenant, scintillait comme des promesses lointaines, des éclats froids et innombrables. Chaque point lumineux là-bas, une histoire, une ambition. Combien d'entre elles ont été bâties sur des mensonges, sur des sacrifices silencieux? Je me suis demandé, en posant ma tasse de thé, devenue tiède. Ici, à cette hauteur, le bruit de la ville n'était qu'un murmure apaisant, bien loin du vacarme assourdissant qui avait précédé cette libération. Car c'en était une, pas seulement une revanche, jamais. Je me souviens de cette nuit. Une nuit qui, à bien des égards, avait été le début de tout et la fin de tout le reste. Ce n'était pas un jour ordinaire, non. Plutôt une bascule. Je ne me rappelle plus de la date exacte, ni même si c'était un mardi ou un mercredi. Peu importe, les jours se mélangeaient déjà à l'époque, fondus dans la routine morne et luxueuse que Julien m'avait si soigneusement construite. Ce qui reste gravé, c'est le son. Ces petits gémissements aigus qui déchiraient le silence parfait de notre maison à Neuilly-sur-Seine. Des bribes désespérées d'un son venu du babyphone, comme des tessons de verre dans le calme stérile de notre multimillionnaire foyer. Je serrais mon téléphone, mes jointures blanchies, tandis que j'écoutais la voix de mon mari à l'autre bout du fil. Julien Dubois. Sa voix, toujours si lisse, si imperturbable, comme une pierre de rivière polie. C'est un gala, Marie. Je ne peux pas partir comme ça. J'entendais distinctement le léger cliquetis de verre, le murmure d'une foule, l'écho d'une autre vie, la sienne. Une vie où moi, son enfant malade, n'avions pas notre place. Son ton était agacé, teinté de cet ennui qu'il avait toujours affiché dès que mes préoccupations dépassaient la simple gestion de notre intérieur. Il va bien. C'est juste un bébé qui fait ce que les bébés font. Donne-lui du Doliprane. Mais Pierre, mon petit Pierre, il brûlait de fièvre. 40 degrés. Sa respiration était superficielle, sifflante. Chaque expiration était un effort visible pour son minuscule corps. J'avais les larmes aux yeux, la gorge serrée, une peur primitive qui me tordait les entrailles. Avant que je puisse le supplier à nouveau, il a soupiré, un son d'exaspération pure qui a résonné en moi plus fort que n'importe quelle insulte. Écoute, il faut que j'y aille. On se reparle demain. La ligne était morte, la fin d'une conversation, la fin d'une illusion, et dans ce silence glacial qui a suivi, j'ai su deux choses avec une certitude absolue. Mon fils était vraiment, profondément malade, et mon mariage, ce simulacre, était déjà irréversiblement terminé. Ce que Julien Dubois, l'empereur qu'il célébrait ce soir-là, ne savait pas, c'est que son empire aurait une nouvelle reine au lever du soleil. Une reine née des cendres de ma patience et de ma peur. La résidence Dubois, sur les collines verdoyantes de Neuilly-sur-Seine, était un monument à la réussite moderne. Une structure imposante de verre, d'acier et de marbre italien importé. Une maison construite pour être admirée, pas pour être habitée. Elle était froide, tout comme le mariage qu'elle abritait. Ce soir-là, le froid était osseux, il m'atteignait au plus profond de l'âme. Je me tenais au-dessus du berceau de notre fils de 10 mois, Pierre. Un linge humide reposait sur son front, faisant peu pour combattre la chaleur irradiante de son petit corps. Sa peau était marbrée, ses gémissements faibles et rauques. Chaque instant de mon corps hurlait que c'était plus qu'un simple rhume, plus que des poussées dentaires. C'était le genre de maladie qui volait l'air des poumons d'une mère. J'avais appelé Julien 3 fois. La première fois, il avait répondu d'un murmure irrité. « Je suis en plein discours, Marie. Ça ne peut pas attendre. » Non, ça ne pouvait pas. La fièvre de Pierre était à 40. Il a du mal à respirer. Julien, j'ai peur. Il avait demandé, son ton transactionnel, comme si j'étais une employée incompétente. « Tu as appelé le docteur Martin? » Son service m'avait dit d'aller aux urgences si sa respiration était compromise. Je crois que c'est le cas. J'ai besoin que tu rentres. Je ne veux pas y aller seul. Un lourd soupir. Tu réagis de manière excessive. Tu le fais toujours. Donne-lui le médicament. Je te rappellerai plus tard.
Il avait raccroché. Le deuxième appel était tombé directement sur sa messagerie vocale. Le troisième, celui qui avait tout brisé. Il avait décroché, sa voix onctueuse de champagne et d'impatience. C'est à ce moment-là qu'il avait prononcé la phrase qui résonnerait dans mon esprit pendant des années. C'est juste un bébé qui fait ce que les bébés font. Et puis il avait disparu, choisissant l'éclat du gala annuel des bienfaiteurs de Dubois Construction plutôt que son enfant malade. Je savais avec une certitude glaciale qu'il n'était pas juste à un gala. Il était avec elle. Sophie Lambert, une jeune assistante marketing de sa boîte, tout juste 24 ans, avec une ambition qui brillait plus fort que ses mèches blondes. J'avais vu les signes pendant des mois. Les réunions tardives du conseil, le léger parfum qui n'était pas le mien sur ses costumes. Le deuxième téléphone, celui qu'il pensait que je ne connaissais pas. J'avais essayé d'aborder le sujet, de sauver la vie que nous avions construite. Chaque tentative avait été accueillie par du gaslighting et des accusations d'être une femme au foyer ennuyée et hystérique. Il qualifiait ma vie, gérer notre domaine, élever notre fils et recevoir son interminable défilé de partenaires commerciaux, de vacances. Il avait oublié que je n'étais pas juste un joli visage qu'il avait épousé. Il avait oublié la femme que j'étais avant de devenir Madame Dubois. Marie Rossi, la femme qui avait été diplômée majeure de promotion des beaux-arts. La femme qui avait co-conçu le tout premier bâtiment où son entreprise avait été basée. J'avais abandonné ma propre petite entreprise prometteuse pour soutenir la sienne, croyant en ses promesses d'un partenariat, d'une vie partagée, d'un empire partagé. Ce soir-là, il avait clairement montré ce que valait cette promesse. En regardant Pierre, si frêle et petit, un autre genre de feu s'est allumé en moi. Ce n'était pas la flamme chaude et désordonnée de la jalousie. C'était une combustion froide et contrôlée d'une rage pure, inaltérée. Il ne m'avait pas seulement ignoré. Il avait ignoré notre fils. Il m'avait laissé seul dans un moment de pure terreur. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. Pleurer était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. D'une main ferme, j'ai préparé un sac à langer, mes mouvements précis et efficaces. J'ai installé Pierre, fiévreux, dans son siège auto, ses faibles pleurs me déchirant le cœur. En traversant le foyer caverneux et silencieux, j'ai jeté un coup d'œil au grand portrait encadré au mur, une photo de notre mariage. Julien souriait, un air de triomphe sur le visage. J'avais cru que c'était de l'amour. Maintenant, je le voyais pour ce que c'était, une acquisition. Je n'ai pas regardé en arrière quand les portails automatiques de notre propriété se sont refermés derrière moi. Je n'allais pas seulement à l'hôpital. Je m'éloignais de la vie que je connaissais et vers un futur que je devrais saisir moi-même. Le premier appel que je ferais depuis la salle d'attente de l'hôpital ne serait pas à ma mère ou à mes amis. Ce serait à un homme que Julien Dubois avait presque autant lésé que moi. Et il serait la clé de tout. Les urgences de l'hôpital Foch étaient une symphonie de chaos contrôlé. Machines qui bipent, conversations chuchotées, l'odeur âcre d'antiseptique. J'étais assise sur une chaise en plastique rigide. Pierre dormant difficilement dans mes bras, une intraveineuse délicatement scotchée à sa petite main. Le médecin avait été gentil mais ferme. C'était un cas sévère de virus respiratoire syncytial, VRS, pas mortel s'il était traité correctement, mais incroyablement dangereux pour un nourrisson. « Vous avez bien fait de l'amener », avait dit le docteur. « Ses bouches, niveau d'oxygène chutait. Quelques heures de plus à la maison auraient pu changer bien des choses. » Chaque mot était une plaque d'acier rivetée à ma détermination. Bien des choses. Le dédain désinvolte de Julien, c'est juste un bébé, tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était plus seulement une insulte, mais une potentielle sentence de mort. Pendant des heures, je suis resté assise là, observant la montée et la descente rythmique de la poitrine de mon fils, le goutte-à-goutte régulier de la poche d'air, sa seule bouée de sauvetage. Dans le silence stérile de la chambre privée où il l'avait déplacé,
Le brouillard de la panique a commencé à se dissiper, remplacé par une clarté cristalline et glaciale. La femme qui pleurait de peur dans sa demeure quelques heures plus tôt avait disparu. À sa place, l'architecte. Marie Rossi avait toujours vu le monde en termes de structure, de pointes de contraintes et de fondations. Avant Julien, ma vie avait été faite de plans, d'acier, de béton et de verre. Je prospérais sur la complexité, sur la recherche de solutions élégantes à des problèmes impossibles. J'avais conçu une bibliothèque en porte-à-faux qui semblait défier la gravité et une salle de concert avec une acoustique si parfaite que l'on pouvait entendre une épingle tomber depuis le dernier rang. Puis Julien Dubois était arrivé. C'était une force de la nature, un développeur brillant avec une vision que je trouvais enivrante. Il avait vu mon esprit, pas seulement ma beauté. Toi et moi, Marie, il avait dit au début, étalant les plans de son premier grand gratte-ciel sur le sol de mon petit appartement. Tu les conçois, je les construis. Nous bâtirons un empire. Je suis tombée amoureuse du rêve autant que de l'homme. J'ai intégré ma petite entreprise acclamée à sa société naissante, Dubois Construction. Mes conceptions leur ont fait gagner les contrats qui les ont mis sur la carte. Mon nom n'était jamais sur le papier et en tête, mais mon empreinte était dans chaque poutre et chaque fenêtre de leur premier succès. J'étais l'architecte non crédité de son empire. Puis vint le mariage, et ensuite Pierre. Julien m'avait encouragé à prendre du recul. Tu as fait assez, avait-il dit. Profite de ta vie. Concentre-toi sur ton rôle de mère. J'avais accepté, fatigué de me battre pour le crédit, croyant que c'était la prochaine phase de notre partenariat. J'avais troqué ma table à dessin contre une cuisine de designer, mon casque de chantier contre des réceptions, et lentement, j'étais devenu invisible. Maintenant, assise dans la chambre d'hôpital sombre, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts ont ignoré les numéros de ma famille et de mes amis. J'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas contacté depuis plus d'1 an. David Leclerc, directeur financier, Dubois Construction. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix lasse. « Marie, tout va bien? » « Non, » j'ai dit, ma voix égale, dépourvue de l'émotion qui m'avait étranglé. « Mais ça va aller, David. J'ai besoin de te voir demain matin. C'est à propos de Julien. » Il y eut une pause. David était un homme discret et méticuleux, brillant avec les chiffres et d'une loyauté absolue. Ou du moins, il l'avait été. Je savais que Julien l'avait récemment évincé du poste de directeur des opérations, le donnant à un lèche-bot sycophante de son programme de MBA. Julien avait promis à David une participation significative dans le capital il y a des années, une promesse qui ne s'était jamais concrétisée. David savait où les corps étaient enterrés parce que c'était lui qui avait été forcé de creuser des tombes. « De quoi s'agit-il » a demandé David, sa prudence palpable. « Il s'agit des fondations, ai-je dit, le vieux langage architectural me revenant naturellement. J'ai découvert une faille critique dans la structure de l'entreprise, une faille que Julien semble avoir oubliée, et je pense que tu sais exactement de quoi je parle. » Un autre long silence. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Il connectait les points, se souvenant de conversations, de documents et de promesses brisées. Le financement de la tour du parc, a-t-il dit, finalement, sa voix à peine un murmure. Un sourire froid a effleuré mes lèvres pour la première fois cette nuit-là. Exactement. Mon bureau, mon ancien bureau du centre-ville, 8 heures. Marie, qu'est-ce que tu prépares? Il y avait une urgence dans sa voix que je n'avais jamais entendue. Je l'ai ignorée. J'ai regardé mon fils endormi, son petit visage paisible sous les lumières de l'hôpital. Mon plan ne concernait plus seulement la vengeance. Il s'agissait de survie. Il s'agissait de récupérer la vie qui m'avait été volée et d'assurer l'avenir de mon fils. Je prépare une prise de contrôle hostile, j'ai dit, et tu vas m'aider. Le bureau était tel que je l'avais laissé il y a 2 ans, préservé sous une couche de poussière. Des plans roulés serrés se tenaient dans un coin comme d'anciens parchemins. Mes maquettes architecturales, complexes et magnifiques,
étaient des formes fantomatiques sous des draps blancs poussiéreux. J'avais gardé le bail de mon petit studio du centre-ville, payant le loyer avec un compte privé que mon père m'avait laissé. C'était ma seule porte de sortie secrète, un endroit qui était à moi et à moi seul. Julien l'avait appelé mon petit espace de loisirs, et il avait oublié son existence. À précisément 8 heures, David Leclerc a frappé à la porte. Il semblait fatigué, son costume impeccable, mais ses yeux lasses. C'était un homme qui vivait par les chiffres, qui trouvait la sécurité dans les tableurs et les bilans. Ce que je proposais était l'antithèse de l'ordre. Café, j'ai offert, désignant une cafetière à piston sur le petit comptoir de la kitchenette. Merci, il a dit, son regard balayant la pièce, notant les preuves d'une brillante carrière mise en pause. Je ne suis pas venu ici depuis que vous avez conçu le hall de l'immeuble Méridien. Mais les cours de caille ont changé depuis, j'ai dit, lui tendant une tasse. Julien couche avec Sophie Lambert. Il était avec elle hier soir pendant que notre fils était en route pour les urgences. L'expression de David n'a pas changé, mais un muscle s'est tendu dans sa mâchoire. Je suis désolé d'entendre ça, Marie. Vraiment. Il n'était pas surpris. Il voyait les noces de frais pour les dîners clients dans des hôtels 5 étoiles, les reçus de bijoux codés comme cadeaux d'entreprise. Je ne cherche pas de sympathie, David, j'ai dit, mon ton purement professionnel. Je cherche un partenaire. Tu sais aussi bien que moi que Dubois Construction est bâti sur la fondation de mes designs et de ta stratégie financière. Nous étions censés être les partenaires. Au lieu de cela, nous sommes les subalternes. J'ai laissé cela planer dans l'air. David a regardé son café. Je connaissais son histoire. Il avait été avec Julien depuis le début, transformant un budget limité en une ligne de crédit d'1 milliard de dollars. Julien avait fait miroiter la promesse d'un partenariat pendant une décennie. La promotion au poste de directeur des opérations qui était allé à quelqu'un d'autre avait été l'insulte finale. Qu'entendiez-vous par une faille dans la structure? A-t-il demandé, allant droit au but. Je me suis dirigé vers une armoire à plan verrouillé. J'ai fait tourner la serrure à combinaison, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un épais portefeuille en cuir. Je l'ai posé sur ma table en dessin. La tour du parc, j'ai dit, le projet qui a fait de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Te souviens-tu du financement? L'écart final de 30 millions d'euros qu'aucune banque ne voulait toucher. Bien sûr, a dit David. Julien l'a obtenu d'un prêteur privé à la dernière minute. Il n'a jamais divulgué la source. Cela a toujours été une boîte noire dans les bilans. Ce n'était pas un prêteur privé, j'ai dit, ouvrant le portefeuille. C'était moi. J'ai fait glisser un document sur la table. C'était un accord de prêt privé. Le prêteur était un fonds fiduciaire établi par mon grand-père et j'étais la seule fiduciaire. La garantie du prêt n'était pas seulement des actions de l'entreprise, c'était une série complexe de clauses que j'avais insisté pour inclure à l'époque, rédigées par l'avocat notoirement astucieux de mon propre père. J'ai mis mon héritage en jeu pour sauver son rêve, j'ai expliqué. Julien était désespéré, il aurait tout signé. Les yeux de David se sont écarquillés en lisant. Les clauses étaient en béton armé. Elles stipulaient que si le PDG en exercice, Julien, était reconnu coupable de malversation financière grave, de manquement à son devoir fiduciaire ou de turpitude morale pouvant nuire à la réputation de l'entreprise, le fiduciaire, moi, Marie, avait le droit de demander le remboursement immédiat du prêt. Si le prêt ne pouvait pas être remboursé dans les 24 heures, ce qui était impossible, le contrôle des actions majoritaires de l'entreprise, qui était promise comme garantie ultime, me serait transféré directement. Turpitude morale, a soufflé David, levant les yeux vers moi. Son affaire, le fait qu'il vous abandonne, vous et votre enfant malade. C'est le levier, j'ai dit. Mais ce n'est pas le mécanisme. On ne peut pas aller devant le conseil avec ça. C'est désordonné, subjectif. Il nous faut quelque chose de concret, d'indéniable. Il nous faut des malversations financières. Je l'ai regardé avec insistance. Et c'est là, David, que tu interviens.
Je sais qu'il te fait déplacer de l'argent. Société écran, dépenses personnelles déguisées en coûts professionnels. L'appartement qu'il garde pour Sophie, les voitures, les voyages. Tout est là-dedans, n'est-ce que pas? Tu as les registres. David s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre, regardant les rues de la ville en contrebas. On lui demandait de trahir l'homme qui lui avait donné sa carrière. Un homme qu'il avait jadis considéré comme un ami. Mais cet homme avait disparu, remplacé par un tyran arrogant qui exigeait de la loyauté, mais n'en donnait aucune en retour. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Marie. Il s'agissait de justice pour sa propre décennie volée. Il a utilisé la filiale Construction Verte comme un fonds secret personnel, a dit David, toujours dos à moi. Il y passe des factures gonflées. J'ai des copies des vraies factures et des versions falsifiées qu'il a soumises pour des comptes. C'est des millions d'euros sur les 3 dernières années seulement. Assez pour déclencher une enquête fédérale. Il s'est retourné pour me faire face, ses yeux non plus méfiants, mais perçants de calcul. Le prudent directeur financier avait disparu. À sa place, un homme qui voyait les chiffres sur le tableau et savait exactement comment jouer le jeu. C'est incroyablement risqué, a-t-il dit. Si ça échoue, il nous détruira tous les deux. Il a déjà détruit ce qui importait, j'ai rétorqué, ma voix d'acier. Je n'ai plus peur de lui. La question est, as-tu peur, toi? David a regardé les documents accablants sur la table, puis la femme calme et déterminée devant lui. Il n'a pas vu une femme méprisée, mais une leader. Il a pensé à la promotion qui lui avait été refusée, au partenariat qui n'avait jamais vu le jour, aux humiliations quotidiennes. Il est en retraite de développement à Megève jusqu'à demain après-midi, a dit David. Sophie est avec lui. Son vol atterrit à 17 heures. Nous devrons agir vite. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Une alliance s'était forgée dans ce bureau poussiéreux, bâti sur une trahison partagée et un désir mutuel de voir un empire tomber entre de bonnes mains. Alors, au travail, j'ai dit. Nous avons moins de 36 heures pour démanteler un roi. Moment, ici je dois m'interrompre un instant. Tout ça, cette situation avec Julien, les clauses, les milliards d'euros, c'était tellement absurde quand j'y pense. J'étais là, la veille, une mère terrifiée veillant sur son fils fiévreux, et le lendemain, je me retrouvais à planifier un coup d'État corporatif. C'est insensé, n'est-ce pas? Je veux dire, dans une autre vie, si quelqu'un m'avait raconté ça, j'aurais éclaté de rire. Une femme au foyer qui se transforme en stratège impitoyable. Ça sonne comme un mauvais film, mais la réalité était bien plus froide, plus tranchante. Chaque mot prononcé par Hélène, chaque chiffre confirmé par David, c'était comme une brique de plus dans une forteresse que je ne savais même pas être en train de construire. Et le plus fou, c'est que la peur ne me paralysait plus. Elle me nourrissait. C'est étrange de sentir une telle clarté, un tel sens du but, quand tout autour de vous semble s'écrouler. Je me demandais si j'étais devenue folle, ou si c'était le moment où je devenais enfin moi-même. On dit que le désespoir engendre la force. Ça s'est avéré vrai, n'est-ce pas? En tout cas, retour à la course contre la montre. Leur prochaine étape n'était pas un cabinet d'avocats d'affaires étincelant. C'était un établissement discret de vieil argent dans une maison en pierre de taille du 8e arrondissement de Paris. Le nom sur la plaque de laiton lisait Gauthier Associés. Pas de site web, pas de publicité. On allait voir Hélène Gauthier quand un problème devait être résolu avec l'efficacité brutale et silencieuse d'une frappe chirurgicale. Hélène, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés tirés en un chignon sévère et brillant, et aux yeux qui ne manquaient rien, écouta leur histoire sans interruption. Elle était l'avocate de mon père, la même femme qui avait rédigé l'accord de prêt 10 ans plus tôt. Elle se souvenait bien de la réunion. « Votre père était un homme sage, Marie », a dit Hélène après que David eut terminé son explication détaillée des acrobaties financières de Julien. Il m'a dit que Julien Dubois était un bâtisseur brillant, mais un homme imprudent.
Construisez une forteresse pour ma fille dans ce contrat, a-t-il dit. Ses lèvres se sont courbées en un léger sourire prédateur. Alors, je l'ai fait. Elle a étalé le contrat original sur son vaste bureau en acajou. Ce document est une œuvre d'art, a-t-elle déclaré, ses longs doigts traçant les clauses. La clause de turpitude morale est notre terrain moral élevé. Mais David a raison. C'est un combat subjectif pour un conseil d'administration. La clause de malversation financière, cependant, est un canon. Elle a regardé David. Monsieur Leclerc, les preuves que vous avez, les doubles factures, le fonds de roulement illégal, sont-elles irréfutables? Elles sont étanches, a confirmé David. J'ai les journaux du serveur montrant les fichiers originaux et les versions falsifiées avec horodatage. J'ai les virements bancaires vers le compte de la société Écran que je peux prouver que Julien contrôle personnellement. Hélène Gauthier s'est penchée en arrière, joignant ses doigts. Excellent. Alors voici comment nous allons procéder. Ce n'est pas une négociation, c'est une exécution. Nous allons déclencher les clauses simultanément. Ce sera un blitzkrieg. Le plan qu'elle a exposé était audacieux. La première étape concernait David. Il compilerait toutes les preuves financières dans un portefeuille numérique sécurisé et crypté. Ce serait le boulet de canon. La deuxième étape était Hélène. Elle rédigerait 2 jeux de documents. Le premier serait l'appel formel du prêt, citant les malversations financières, à livrer au conseil d'administration de l'entreprise. Le deuxième et plus critique document serait un dépôt d'urgence auprès du conseil d'administration des entreprises de l'État et de la banque qui détenait les actions primaires de l'entreprise en séquestre. Ce dépôt exécuterait le transfert de la propriété majoritaire à Marie, conformément à l'accord de sécurité dans son contrat de prêt. La clé, a expliqué Hélène, ses yeux brillants, est de l'article 11, section B des propres statuts de l'entreprise, les mêmes statuts que Julien avait rédigés. Il permet un transfert d'urgence du pouvoir exécutif sans vote du Conseil en cas de responsabilité légale ou financière catastrophique qui menace la solvabilité immédiate de la société. Vos preuves, Monsieur Leclerc, prouvent que Julien est la responsabilité catastrophique. Nous ne prenons pas l'entreprise. Nous la sauvons de son PDG voyou. Elle utilisait les propres outils de Julien contre lui. C'était brillant. Quand est-ce que ça semble? J'ai demandé, mon cœur martelant mes côtes. Le timing est primordial, a dit Hélène regardant son calendrier. Julien atterrit à 17 heures demain. Il ira directement de l'aéroport à l'appartement de sa maîtresse. Il ne contactera pas le bureau avant le lendemain matin. Nous agissons donc demain soir. À 19 heures, je précise, Monsieur Leclerc, vous transmettrez électroniquement le portefeuille de preuves à moi et à une adresse email sécurisée que je fournirai à chaque membre du conseil. À 19h01, mon coursier remettra l'avis au président du conseil d'administration en exercice à sa résidence. Au même moment, je déposerai électroniquement le transfert d'actions auprès de l'État et de l'agent séquestre. L'horodatage numérique est notre preuve. Au moment où les membres du conseil auront fini de lire la première page des preuves de David, a poursuivi Hélène, le transfert d'actions sera déjà légalement traité. Ils seront confrontés à un choix. Se ranger du côté d'un PDG qui vient d'être exposé comme un escroc et a déjà perdu le contrôle de l'entreprise, ou ratifier le nouvel actionnaire majoritaire. Ce sera la décision la plus facile qu'ils aient jamais prise. Il y avait une perfection glaciale à tout cela. Aucune place pour l'erreur, pas de temps pour Julien de riposter. Au moment où il se réveillerait mercredi matin, la guerre serait déjà terminée. En quittant le bureau d'Hélène et en sortant dans l'air vif de la ville, j'ai ressenti un vertige. C'était réel. Ça arrivait. « Es-tu prête pour ça? » a demandé David, sa voix basse. « Une fois que nous aurons appuyé sur ce bouton, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu seras en charge d'une entreprise d'1 milliard d'euros. Tu seras son patron. » J'ai pensé à Pierre dans son lit d'hôpital. J'ai pensé à la voix de Julien au téléphone,
dégoulinante de mépris. C'est juste un bébé. J'ai regardé David, mon expression durcie en un masque de pure détermination. Il a bâti son empire dans mon ombre. J'ai dit, il est temps que je passe à la lumière. On va le démolir. Le mardi fut une journée d'un calme surréel avant la tempête. Je l'ai passé à l'hôpital. Mon monde s'était réduit à la taille de la chambre privée de Pierre. Il répondait bien au traitement. Sa fièvre était tombée et le râle dans sa respiration diminuait. En tenant son petit corps chaud contre le mien, j'ai ressenti un profond sentiment d'objectif. C'était pour lui. Chaque pas risqué, terrifiant que je faisais, était pour construire un monde sûr pour ce petit garçon. Un monde libre des caprices d'un homme comme Julien. Je me coordonnais avec David et Hélène via des SMS cryptés, mon pouce tapant des commandes et des confirmations sur l'écran de mon téléphone. Architecte, maire et maintenant général. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop beau pour être vrai ». Il parlait des marchands au marché, mais maintenant je le comprenais différemment. Le château, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris. J'avais oublié tant de choses ces dernières années, ces petites voix intérieures qui me mettaient en garde, noyées par le confort doré et l'épuisement. Mais la leçon, celle de mon père, était toujours là, enfouie, attendant son heure. Pendant ce temps, à 1800 kilomètres de là, à Megève, Julien Dubois vivait une réalité différente. Il était sur les pistes avec Sophie, l'air frais de la montagne, un tonique pour son ego. Il venait de conclure un accord préliminaire pour un nouveau complexe hôtelier de luxe, célébrant avec des bouteilles de vin à 1000 € et les louanges affectueuses de sa nouvelle maîtresse. « Tu es un roi, Julien », avait dit Sophie, se blottissant contre lui devant un feu de cheminée rugissant dans leur chalet. « Tu construis le monde. Et ne l'oublie jamais », avait-il répondu, se sentant invincible. Il avait brièvement pensé à l'appel paniqué de Marie. Hystérique, avait-il pensé, avec un ricanement dédaigneux. Elle avait probablement emmené Pierre aux urgences pour un reniflement et se sentait maintenant ridicule. Il s'occuperait de son drame à son retour. Il lui avait envoyé un seul SMS succinct. « J'espère que tout va bien. Atterrissage demain à 17h. » Il n'avait pas remarqué qu'elle n'avait jamais répondu. À 17h tapante, ce même mardi, le jet privé de Julien a atterri à l'aéroport du Bourget. Comme Hélène l'avait prédit, il n'est pas rentré chez lui. Son chauffeur l'a emmené directement à un gratte-ciel élégant dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à l'appartement qu'il louait pour Sophie, celui payé par le Fonds secret de construction verte. À 18h55, j'étais en train d'attacher Pierre endormi dans son siège auto, sorti de l'hôpital et prêt à rentrer à la maison. Le timing semblait un signe de l'univers. Au même moment, dans son bureau à domicile, David Leclerc avait le doigt au-dessus de sa souris. Sur son écran, un seul fichier crypté étiqueté « Projet Rossignol ». Il contenait chaque preuve accablante contre Julien. Une liste de distribution était préchargée. Hélène Gauthier et les adresses e-mail personnelles des 7 membres du conseil d'administration de Dubois Construction. Dans son bureau, Hélène Gauthier avait 2 documents ouverts sur son écran. L'un était le dépôt d'urgence pour le conseil de gouvernance des entreprises de l'État. L'autre était l'exécution officielle de transfert d'actions pour l'agence équestre. Les 2 étaient prêts à être envoyés d'un simple clic. La ville bourdonnait autour d'eux, inconsciente du coup d'État numérique silencieux qui était sur le point de se produire. À 19h pile, David a cliqué sur « Envoyer ». Le boulet de canon avait été tiré. Instantanément, des téléphones ont commencé à sonner dans des foyers calmes et aisés à travers la région parisienne, alors que les membres du conseil recevaient l'email. L'objet, rédigé par Hélène, était simple et impossible à ignorer. Preuve urgente de manquement fiduciaire par le PDG Julien Dubois. À 19h01, Hélène a cliqué 2 fois sur sa propre souris. Les dépôts étaient envoyés.
Les horodatages numériques étaient enregistrés. La forteresse que le père de Marie l'avait fait construire avait été prise d'assaut et son pouvoir était maintenant le sien. À Saint-Germain, Julien versait 2 verres de champagne. Il célébrait son affaire, sa vie, son génie. Il a levé son verre à Sophie. À l'avenir, a-t-il trinqué, sa voix résonnant d'arrogance, et à obtenir tout ce que tu veux. De l'autre côté de la ville, je suis entré dans le foyer froid et silencieux de ma maison. Elle ne ressemblait plus à une cage. Elle ressemblait à un quartier général. J'ai déposé Pierre endormi, dans son berceau, sa respiration maintenant profonde et régulière. Je suis resté là un instant, écoutant le son du sommeil sain de mon fils. Puis je suis allé au bureau, son bureau. C'était un sanctuaire de son ego rempli de récompenses et de photos de lui serrant la main de personnes importantes. Je me suis assise dans son grand fauteuil en cuir. Il était confortable. Il semblait juste. Les membres du conseil, initialement choqués, lisaient maintenant frénétiquement le rapport de David. Les preuves étaient accablantes. Un tsunami de fraude et de tromperie. Il y avait des copies de relevés bancaires, de fausses factures, et même une copie du bail de l'appartement de Saint-Germain-des-Prés payé par l'entreprise. Alors qu'ils étaient sous le choc, un deuxième email d'Hélène Gauthier est arrivé. Objet. Notification de changement de propriété majoritaire de Dubois Construction. C'était échec et mat. Il n'y avait rien à débattre. Se ranger du côté de Julien maintenant serait un suicide corporatif. En quelques minutes, la première réponse est arrivée du président du conseil, un homme d'affaires de la vieille garde stoïque nommé Arthur Leroy. Son message était bref et concis. Accusé-réception. Le conseil ratifiera le transfert et vous soutiendra, Madame Rossi, en attente de vos instructions. J'ai lu l'email sur l'ordinateur de bureau de Julien. Un sourire lent et régulier s'est étiré sur mon visage. Ce n'était pas un sourire de joie ou de jubilation. C'était le sourire calme et satisfait d'une architecte, observant son design le plus complexe, le plus personnel, le plus important, se mettre parfaitement en place. Le roi trinquait à son règne dans un paradis illusoire. Il n'avait aucune idée que son royaume était déjà tombé. Julien Dubois s'est réveillé avec la sensation peu familière d'une lumière matinale bon marché. Pas la lueur filtrée et automatisée de sa demeure de Neuilly-sur-Seine, mais l'éclat brut et non filtré d'un lever de soleil parisien tranchant les fenêtres du sol au plafond de l'appartement de Sophie. Il avait un mal de tête sourd qui battait en rythme avec le son lointain d'un klaxon de voiture, et sa bouche avait le goût de champagne éventé et de regret, non pas pour son infidélité, mais pour s'être adonné à une 3e bouteille de Krug. « Bonjour, tête en l'air », murmura Sophie, s'étirant d'à côté de lui. « Le roi a-t-il fait de beaux rêves de son royaume? »« Quelque chose comme ça, » grogna-t-il, faisant glisser ses jambes hors du lit. Le pouvoir était son aphrodisiaque, et l'affaire de Megève de la veille l'avait laissé se sentir comme un dieu. Il a attrapé son téléphone, prêt à commencer son rituel quotidien d'envoi de commandes et d'affirmation de sa domination sur l'empire qu'il commandait. Il a tapé l'icône de son email professionnel. Une petite boîte stérile est apparue. Accès refusé. Veuillez contacter votre administrateur système. Il fronça les sourcils, un éclair d'agacement. Merde! Le service informatique a probablement poussé une mise à jour de sécurité défectueuse. Il a réessayé. Même résultat, il est passé à la plateforme de messagerie interne de l'entreprise, avec l'intention de s'en prendre au chef de la technologie. Son profil, habituellement une photo de face confiante, avait disparu. À sa place se trouvait une silhouette grise générique. Tous ses canaux et groupes étaient inaccessibles. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? » demanda Sophie, se redressant sur un coude. « Rien. Ces idiots ne peuvent pas maintenir les serveurs en marche, claqua-t-il, son irritation grandissant. Il décida de contourner les petites choses et de vérifier le virement pour l'affaire de Megève. Il ouvrit son application bancaire professionnelle, identifiant non valide. Maintenant, l'éclair d'agacement s'est transformé en une étincelle de véritable alarme. Ce n'était pas un simple problème technique.
C'était un verrouillage généralisé du système. Il rappela son directeur des opérations, Frank, le larbin qu'il avait promu au-dessus de David. Cette fois, Frank décrocha, sa voix, un couinement aigu de pure panique. « Julien, oh mon Dieu, Julien, où es-tu? »« Qu'est-ce qui se passe, bordel, Frank? Pourquoi suis-je bloqué de tout? » aboya Julien. « Ils sont partis, Julien. Les comptes, le conseil, ils ont eu une réunion d'urgence hier soir. Ils disent que tu es viré. Les gens d'Hélène Gauthier sont là. Ils changent les serrures. Ils déconnectent les serveurs. Cette Marie, Julien, d'une manière ou d'une autre, cette Marie. Le nom le frappa comme un choc physique. Marie, sa femme au foyer calme et docile, Marie. L'idée était si ridicule, si totalement absurde qu'il en rit. Frank, tu es hystérique. Elle ne saurait pas comment faire couler un bain, encore moins organiser un coup d'État. C'est un piratage sophistiqué. Maintenant, ressaisis-toi. Je suis en route. Il raccrocha, son cœur battant un rythme frénétique et discordant contre ses côtes. Il enfila les vêtements de la veille, ignorant les questions de Sophie. « Il faut que j'y aille », dit-il, son esprit un tourbillon de déni et de rage. L'idée que Marie orchestre cela était absurde. Ça devait être un concurrent, quelqu'un qui essayait de le déstabiliser. Il les écraserait. Le trajet en Uber jusqu'à la tour Montparnasse fut d'un flou d'énergie frénétique. C'était un tigre en cagage, arpentant les confins de la banquette arrière. Il s'imaginait prendre d'assaut le hall, un dieu vengeur descendant pour restaurer l'ordre, renvoyant Frank pour son incompétence, poursuivant les hackers en justice jusqu'à l'oubli et réaffirmant son contrôle absolu. Il sortit du taxi et se dirigea vers la tour noire brillante de Dubois Construction, son monument à lui-même. Il brandit sa carte-clé devant le tourniquet de sécurité. Un bourdonnement strident retentit et un voyant rouge clignota. Accès refusé. Il réessaya. Bzzz. Accès refusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Rugit-il à la tête de la sécurité du hall, un homme aux larges épaules nommé Paul qu'il avait vu 1000 fois. Paul, ouvre cette porte tout de suite. Paul semblait profondément mal à l'aise, refusant de croiser son regard. Je suis désolé, Monsieur Dubois. Mes instructions sont... Votre accès a été révoqué. Je ne peux pas vous laisser passer. Mes instructions? C'est moi qui donne les instructions ici, hurla-t-il, sa voix résonnant dans le vaste hall de marbre. Quelques employés traînaient près des ascenseurs, observant, chuchotant. L'humiliation publique fut comme une douche froide, mais elle ne fit qu'alimenter sa rage. « Tu es fini, Paul, tu m'entends, tu vas perdre ton emploi, tu vas... »« Ça ira, Paul, vous gérez la situation correctement. » La voix était calme, froide et d'une autorité absolue. Julien se retourna. Debout se trouvait Hélène Gauthier, flanquée de 2 consultants en sécurité impassibles en costume sombre. Elle tenait un épais dossier bleu marine. « Madame Gauthier, ricana-t-il, essayant de retrouver un semblant de contrôle. À quoi dois-je le plaisir? Ma femme hystérique vous a-t-elle engagé pour me signifier les papiers du divorce? » Elle l'a fait, dit Hélène sans le moindre signe d'émotion. Mais c'est le cadet de vos soucis. Elle lui tendit le dossier. Ceci est pour vous. Je vous suggère de le lire avant de vous embarrasser davantage. Il l'arracha de sa main et recula vers un banc en cuir dans le hall. Les regards curieux de ses anciens employés lui brûlaient le dos. Il l'ouvrit. La première page était une notification formelle du conseil d'administration. À effet immédiat, Julien Dubois a été révoqué de ses fonctions de PDG et de président suite à l'exécution de clauses relatives à des malversations financières et à un manquement à ses devoirs, tel que stipulé dans l'accord de financement de la Tour du Parc. La propriété majoritaire et toute autorité exécutive ont été légalement transférées à Marie Rossi. Il lut son nom 3 fois, mais son cerveau refusait de le traiter. Il feuilletta frénétiquement les pages, son monde se réduisant aux mots sur le papier.
Il y avait une copie de l'accord de prêt qu'il avait signé il y a 10 ans, un souvenir lointain et poussiéreux d'une époque de désespoir. Il vit sa propre signature arrogante en bas. Il vit l'annexe, un résumé détaillé et accablant du rapport financier de David Leclerc. David, le silencieux et loyal expert en chiffres. La trahison était si profonde qu'elle le laissa sans voix. Enfin, il vit le procès-verbal de la réunion du conseil avec la signature de chacun des membres, des hommes qu'il avait considérés comme ses alliés, ses pions, ratifiant formellement la prise de contrôle de Marie. Il se noyait. Il chercha son téléphone à tâtons, composant le numéro du président du conseil, Arthur Leroy. Messagerie vocale. Il essaya un autre membre. Messagerie vocale. Un par un, il les essaya tous. Chaque appel sans réponse était une porte qui se refermait, un clou de plus dans son cercueil. Il était un exilé, un paria. L'énergie frénétique s'évanouit, remplacée par un froid creux et terrifiant. Il élève un autre taxi, sa voix un murmure rauque. Neuilly-sur-Seine. Le retour à la maison fut une descente aux enfers personnels. La ville qu'il avait jadis considérée comme son terrain de jeu personnel lui semblait maintenant étrangère et moqueuse. Il revit des éclairs du visage de Marie au fil des années, ses questions pertinentes sur des contrats dont il lui avait dit de ne pas s'inquiéter. L'intelligence vive dans ses yeux qu'il avait choisi d'ignorer, sa compétence tranquille qu'il avait prise pour de la faiblesse. Ce n'était pas un acte émotionnel soudain. C'était une stratégie, une démolition planifiée de longue date, méticuleusement exécutée. Quand il franchit enfin la porte d'entrée de sa maison, il la trouva silencieuse. Il traversa en coup devant les halls de marbre, criant son nom. « Marie! Marie! » Il la trouva dans son bureau. Son bureau. Elle était assise derrière son bureau, vêtue d'une robe de tailleur bleu foncé impeccable. L'atmosphère de la pièce était différente. Le désordre de son ego, les récompenses inutiles, les photos auto-félicitatrices avaient été retirées. La pièce semblait plus propre, plus ciblée, plus puissante. Sur le bureau devant elle, il y avait deux choses. Une tasse de thé fumante et un ensemble de papiers de divorce. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. Elle prit simplement une gorgée lente et délibérée de son thé, le cliquetis de la porcelaine contre la soucoupe étant le seul son dans la pièce. « Qu'as-tu fait » souffla-t-il, sa voix un désordre rauque d'incrédulité et de fureur. Elle leva finalement les yeux pour rencontrer les siens. Son regard n'était ni haineux, ni larmoyant, ni vengeur. C'était quelque chose de bien pire. C'était indifférent. C'était le regard d'une PDG évaluant un actif défaillant. « J'ai assuré l'avenir de mon fils, » dit-elle, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. « Quelque chose que tu n'étais pas disposé à faire. »« C'est mon entreprise, ma vie !» rugit-il, frappant le bureau de ses poings, un écho pathétique de sa rage antérieure. « Tu m'as piégé. C'est illégal. » « Au contraire, » dit-elle, désignant un épais document à sa gauche. « C'est parfaitement légal. Ta signature est sur chaque page. Et quant à ta vie, tu as fait tes choix, Julien. Tu as choisi le gala. Tu as choisi la maîtresse. Tu as choisi de me dire que mes peurs pour la santé de notre fils n'avaient pas d'importance. Tu as dit que c'était juste un bébé. Eh bien ça, » elle fit un geste de la main autour du bureau, « c'est juste une entreprise. » Elle poussa les papiers du divorce vers lui. « Signe ça, ils sont exceptionnellement généreux. Il te restera plus qu'assez pour recommencer. Tu auras des visites supervisées avec Pierre, conditionnées par ton comportement. Si tu signes ça, tout restera discret. Si tu me combats, » elle tapota le dossier contenant les preuves de David. « Ça va au parquet national financier, et je t'assure qu'ils seront bien moins généreux que moi. » Il la fixa, la voyant vraiment pour la première fois depuis des années. La femme calme et accommodante avait disparu. À sa place se trouvait une reine, un titan, une femme faite de fer et de glace. L'architecte qu'il avait jadis admiré puis follement tenté d'emprisonner venait de démolir son monde et de construire le sien sur les décombres. Et il comprit enfin vraiment, il n'avait pas été renversé par un ennemi.
Il avait été renversé par une conséquence qu'il avait lui-même créée. La confrontation dans le bureau ne fut pas l'exécution rapide que j'avais anticipée. Ce fut le démantèlement lent et agonisant d'un homme. Face à l'échec et mat indéniable des papiers du divorce et à la menace de poursuite fédérale, la rage de Julien s'est brisée, révélant l'homme terrifié et creux en dessous. Il a commencé à cycler les seules tactiques qui lui restaient, la manipulation et le bluff. « Tu ne peux pas faire ça, Marie », a-t-il commencé, sa voix essayant un ton de raison qui sonnait totalement étranger. « Tu vas couler l'entreprise. Tu es architecte, pas PDG. Ces accords, les investisseurs, tu ne comprends pas ce monde. » Je me suis simplement adossé à ma chaise, le cuir grinçant doucement. Je comprends les fondations de cette entreprise mieux que quiconque, Julien. Je comprends que ton projet Élysée-Lac est surendetté de 30% et que les rapports d'impact environnemental que tu as enterrés sont un procès en recours collectif en attente. Je comprends que le Fonds souverain de Singapour recherche des investissements durables, pas des projets de vanité téméraire. Je comprends tout parfaitement. Sa mâchoire s'est relâchée. Il savait que je n'avais pas seulement été une femme. J'avais observé, écouté et appris. Il a changé de tactique, essayant de négocier. « D'accord, tu as fait ta démonstration. Tu es en colère. Je comprends. J'ai foiré. Alors, faisons un marché. Ne me coupe pas complètement. Laisse-moi rester en tant que consultant, un partenaire silencieux. Personne n'a besoin de savoir. Pour le bien de l'entreprise. L'entreprise a besoin d'une rupture nette avec la toxicité et la fraude que tu as intégrées dans sa culture. » J'ai répondu, ma voix coupant court à ses supplications. « Ta présence serait un handicap. L'accord est sur la table, Julien. C'est le seul que tu auras. » Il a finalement eu recours à sa dernière arme, la plus méprisable. Notre fils. Pense à Pierre. Qu'est-ce que cela lui fera? Ses parents en guerre, son père ruiné publiquement. Tu ferais ça à ton propre enfant par rancune? Les derniers vestiges de chaleur dans mes yeux se sont transformés en permafrost. Je me suis levé, posant mes jointures sur le bureau, mon visage un masque de fureur froide. Je fais ça pour mon enfant. Tu sembles avoir oublié que tu as déclaré la guerre quand tu as laissé ce même enfant lutter pour respirer afin de pouvoir boire du champagne avec ta maîtresse. Tu t'es ruiné toi-même, Julien. Je ne fais que signer les papiers. J'ai fait glisser le stylo sur le bureau poli. Il s'est arrêté directement devant lui. La finalité du geste l'a brisé. Il a fixé le stylo, un simple instrument qui portait maintenant le poids de son monde entier. D'une main tremblante, il l'a ramassé. Ce stylo avait signé des accords d'1 milliard de dollars, griffonné des notes arrogantes dans les marges des plans et endossé des chèques pour des cadeaux somptueux pour son amante. Maintenant, son seul but était de signer sa propre reddition. Sa signature, habituellement une entaille audacieuse et confiante, était un gribouillis tremblant, presque illisible, sur la ligne de signature. Il signait son mariage, son entreprise, son nom, son identité même. Il a laissé tomber le stylo comme s'il l'avait brûlé. Il a levé les yeux, le regard vide, cherchant sur mon visage le moindre éclat de la femme qu'il avait épousée. Il n'en a trouvé aucun. « Es-tu heureuse maintenant ?» a-t-il chuchoté, la question pathétique. « Le bonheur n'est pas le but. » J'ai répondu, ma voix ferme comme la pierre, alors que je ramassais les papiers signés. La sécurité, la liberté. Mon fils et moi sommes maintenant en sécurité et je suis enfin libre. Tu devrais partir, Julien. Une nouvelle équipe de sécurité sera là dans 1 heure pour changer les serrures. Il est sorti du bureau en trébuchant, un homme effacé. Alors que la lourde porte d'entrée se refermait derrière lui, je suis resté seul dans le silence. Il n'y a pas eu de déferlement de rire triomphant. Il y a eu seulement l'expiration lente et profonde d'un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 10 ans. L'immense poids de ma nouvelle réalité s'est déposé sur mes épaules
Mais ce n'était pas un fardeau. C'était un manteau de pouvoir. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai passé mon premier appel officiel en tant que PDG. David, j'ai dit, ma voix claire et ferme. C'est fait. Je te vois à 7 ans. Nous avons du travail. Les jours suivants furent une leçon magistrale de transition contrôlée. Ma première réunion toute main s'est tenue dans l'auditorium principal de l'entreprise. En montant sur scène, une vague de chuchotements et de murmures a traversé la foule anxieuse. Ils voient la femme des pages mondaines, la belle épouse du PDG. Ils s'attendaient à un discours larmoyant et vengeur, ou à une figure de proue incompétente. Ils se sont trompés. Vêtu d'une robe gris anthracite simple mais impeccablement coupée, je rayonnais d'une aura d'autorité calme et inébranlable. « Bonjour », j'ai commencé. « Je m'appelle Marie Rossi. Avant d'être épouse ou mère, j'étais architecte. Mes conceptions pour la tour du parc et l'immeuble Méridien sont les pierres angulaires du succès initial de cette entreprise. Je ne suis pas ici pour remplacer Julien Dubois. Je suis ici pour retrouver la vision originale de cette entreprise, une vision d'innovation, de qualité et d'intégrité. J'étais directe et décisive. J'ai annoncé que le projet surendetté Élysée-Lac était suspendu indéfiniment et que les ressources seraient redirigées vers une initiative de construction écologique que Julien avait moquée au conseil d'administration un an auparavant. J'ai annoncé la promotion de David Leclerc au poste de directeur des opérations sous des applaudissements sincères de ceux qui connaissaient sa valeur. J'ai répondu aux questions de la salle avec une profondeur de connaissance qui a stupéfié les sceptiques. Je n'étais pas seulement un nouveau patron, j'étais une leader. Dans les semaines qui ont suivi, une nouvelle culture a fleuri dans les couloirs de l'entreprise, rapidement rebaptisée de Dubois Construction à Rossi Bâtisseur. La sycophantie basée sur la peur que Julien avait fomentée a été remplacée par la collaboration et le respect. Un soir tard, alors que David et moi nous penchions sur de nouveaux plans dans mon bureau, il a levé les yeux et a souri. « Tu sais, a-t-il dit, les gens se parlent à nouveau dans les couloirs. Ils partagent des idées. Ils n'ont plus peur d'échouer. Tu n'as pas seulement repris une entreprise, Marie, tu l'as libérée. » Pendant ce temps, le monde de Julien s'était réduit à la taille d'un tabouret de bar. Il était assis dans un bar d'hôtel faiblement éclairé et trop cher, buvant un whisky, un fantôme hantant son propre passé. Sur le grand écran au-dessus du bar, une présentatrice d'informations financières faisait l'éloge de la montée fulgurante de l'action de Rossi Bâtisseur. « La PDG Marie Rossi est saluée comme une visionnaire », a dit la présentatrice, insufflant une nouvelle vie et un sens éthique à l'industrie de la construction. À une table voisine, deux jeunes banquiers ont trinqué leur verre. « À Rossi, a dit l'un d'eux, une légende. » Julien a vidé son verre, le son de sa propre insignifiance, une pilule amère. 6 mois après la prise de contrôle, mon bureau ne ressemblait plus à celui que Julien avait occupé. Les meubles sombres et lourds avaient disparu, remplacés par du bois clair, du verre et de l'acier. Des maquettes architecturales de mes nouveaux projets audacieux tapissaient les murs. Et sur le sol, Pierre jouait joyeusement avec un ensemble de blocs de construction surdimensionnés. Je l'ai soulevé, son rire sain emplissant la pièce. Il marchait maintenant, un tout petit robuste et confiant. Il était l'incarnation vivante de ma victoire. Je l'ai porté jusqu'à la vaste fenêtre surplombant la ligne d'horizon de Paris, une tapisserie scintillante de l'accomplissement humain. Le soleil couchant a attrapé les bords du verre et de l'acier, faisant tout briller de l'intérieur. Je l'ai tenu serré contre moi, le laissant reposer sa tête sur mon épaule. Il était en sécurité. Il était serein et notre avenir était aussi brillant et illimité que la vue devant nous. « Regarde, Pierre », j'ai chuchoté. Ma voix emplie non pas d'arrogance, mais d'un sentiment tranquille et profond de but et de création. Nous construisons le monde. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait.
Mais c'est ma vie, et la sienne, celle de Pierre. Je ne suis plus la Marie d'avant, ni même celle que je pensais être. Je me suis réinventé par nécessité. Le chemin a été brutal, semé de doutes et de larmes, même si personne ne les a vus. Mais la liberté a ce goût-là. Complexe, parfois un peu amère, mais infiniment précieuse.